Bienvenue dans Bien avec son corps, le podcast qui aide les personnes qui veulent renouer avec leur corps à explorer la méditation et le yoga comme outil d'écoute et de connaissance de soi. Je m'appelle Léa, je suis prof de yoga et de méditation, passionnée par le rapport que nous pouvons entretenir avec notre corps et plus largement avec nous-mêmes. Selon moi, ces pratiques sont l'occasion d'explorer un chemin de connaissance de soi qui permet, petit à petit, de développer une relation plus bienveillante avec son corps. Je vous partage donc dans ce podcast les apports de ces disciplines sur le rapport à soi, ainsi que des exercices concrets et accessibles pour, pourquoi pas, être bien avec son corps. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 6 du podcast Bien avec son corps, qui revient après une petite pause. Faire une pause, prendre son temps, ralentir, ce sont justement des sujets que nous allons aborder dans cette première partie de l'épisode, où je vous invite à découvrir l'importance de la lenteur dans un monde où tout va toujours plus vite, et l'impact que peut avoir le fait de ralentir dans la relation que l'on entretient avec soi-même et avec son corps. Si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast et à me laisser un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est très important pour moi et pour la production de ce contenu. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, @leayogaya, où je suis ravie de vous retrouver pour échanger sur ce que vous ont inspiré les épisodes. Enfin, si après cet épisode vous êtes autant convaincu que moi que ralentir est une des premières clés pour être bien avec son corps, je vous invite à découvrir mon programme en ligne de 4 semaines, Ralentir pour mieux s'accepter. Si vous écoutez cet épisode, que le sujet « Pourquoi ralentir nous fait du bien » vous intéresse, c'est probablement que, comme moi, vous avez du mal à ralentir dans votre quotidien. Vous êtes peut-être très dynamique, volontaire, pourquoi pas même un peu rouleau compresseur sur les bords, ça c'est plutôt moi. Et c'est ok si c'est dans votre nature, parce que ce qui est certain c'est qu'on ne se change pas. Mais notre mode de vie ne nous invite pas à lever le pied, peut-être même qu'il nous pousse un petit peu dans nos retranchements et dans cette tendance à toujours aller plus vite, plus loin, plus fort. Moi, c'est exactement ce qui m'est arrivé et c'est comme ça que j'ai découvert à quel point ralentir était nécessaire dans notre vie. Le yoga a été pour moi un outil de réconciliation avec mon corps et mon mental et c'est ce que j'essaie maintenant de transmettre à mon tour en tant que professeur de yoga. Une pratique qui invite à l'écoute de soi, la bienveillance, la non-performance. J'ai longtemps eu un rapport au travail, mais aussi de manière un peu plus générale à tous les projets de ma vie, très dynamique, très volontaire, un peu en mode bulldozer. Moi j'appelle ça une certaine prédisposition, propension au burn-out, et c'est le cas même dans ce qui relève à la base de mes loisirs. Dans le passé, j'ai travaillé 8 ans dans les services achats de très grands groupes. J'ai subi dans ces postes beaucoup de pression, mais je donnais tout. Je donnais tellement tout que j'ai fini par faire un burn-out à 30 ans. J'ai alors découvert ce que ça faisait de ralentir, mais dans des conditions plutôt contraintes et forcées. Pour autant, ça m'a ouvert la voie à une autre façon d'envisager des outils que j'avais pourtant à portée de main, puisqu'à ce moment-là, je faisais déjà du yoga. Spoiler alerte donc, non, le yoga n'empêche pas de faire un burn-out. Simplement, j'ai redécouvert une autre façon d'envisager ma pratique et le temps que je m'accordais sur mon tapis. Venons-en après cette petite introduction sur ma façon dont j'ai pu découvrir comment ralentir pouvait impacter mon rapport à moi et à mon corps, à des éléments un peu plus pragmatiques sur les raisons pour lesquelles ralentir est si important dans notre vie. On va commencer par le point de vue de la philosophie et de ce que j'appellerais notre inconscient collectif. Pour cela, je vais utiliser une tradition philosophique venue de Chine qui s'appelle le taoïsme et qui est reliée notamment à la médecine traditionnelle chinoise. Dans le taoïsme, on considère que le monde est soutenu par le concept du yin et du yang. On le retrouve d'ailleurs avec le célèbre symbole du taijitsu. D'après cette philosophie, la notion de yin et de yang est à la base de tous les phénomènes de la vie et de l'univers. Il s'agit de 2 catégories à la fois complémentaires et antagonistes.
Si on veut résumer cette théorie et ce concept du yin et du yang de façon assez simplificatrice, on pourrait dire que le yin, représenté dans le taijutsu en noir, est lié au principe féminin, à la lune, à l'obscurité, au froid, au repos. Le yang, qui est représenté en blanc, est lié au principe masculin, au soleil, à la lumière, à la chaleur, à l'action. D'après la philosophie taoïste, nous devons accepter qu'il y ait du yin et du yang dans toute chose, ainsi qu'à l'intérieur de nous. Nous devons accepter que nous avons besoin des deux. Nous devons accepter par exemple qu'il faut traverser une nuit noire pour pouvoir admirer une lune particulièrement brillante. Nous devons accepter que le jour doit se coucher pour pouvoir voir se lever les étoiles. Nous devons accepter qu'il y a des moments de tristesse pour pouvoir aussi savoir savourer ceux de bonheur. Notre société est basée sur une économie capitaliste et libérale. Je ne m'apprête pas à vous détailler avec précision ce que ça implique, mais par contre ce qui est important de comprendre, c'est que ça joue sur notre inconscient collectif. Parce que le capitalisme est basé sur l'idée de croissance permanente de la production et de la consommation. Donc tout ce qui va relever de l'idée de ralentir, ou, pour reprendre les termes de la philosophie taoïste, de l'énergie yin, est en réalité vu comme un danger dans notre inconscient collectif, façonné par le capitalisme et le libéralisme. D'ailleurs, le terme ralentir en économie s'appelle une récession, et on sait particulièrement en cette période ce que signifie et ce que peut impliquer au niveau économique dans nos sociétés lorsque l'on traverse une récession. Aussi, nous avons des quotidiens très yang, toujours pour reprendre cette terminologie de la philosophie taoïste, qui sont tournés vers l'action, vers les projets, vers le dynamisme et vers la performance, y compris dans nos loisirs, et donc par exemple, y compris dans la pratique du yoga, qui, à la demande des Occidentaux principalement, s'est toujours plus dynamisé. Pour la petite anecdote, il est dit par exemple dans le milieu de l'Ashtanga Yoga, qui est un style de yoga très dynamique, avec une longue série de postures à devoir réaliser toujours dans le même ordre, beaucoup de transitions et une pratique qui va amener beaucoup de force et d'endurance, que certains éléments que nous pratiquons aujourd'hui comme étant traditionnels de la série 1 d'Ashtanga Yoga ont en réalité été ajoutés dans les années peut-être 70, 80 ou 90 à la demande des Occidentaux qui voulaient plus par exemple d'équilibre sur les mains, plus de choses impressionnantes, plus de choses challengeantes. Bref, tout ça pour dire que la notion de yin et de yang nous éclaire pas mal sur le fait qu'aujourd'hui nous vivons dans un monde qui est plutôt orienté vers le yang et qui a même tendance à craindre, à ne pas valoriser même, à dévaloriser carrément ce qui relève de l'énergie yin. Je fais une petite aparté féministe, mais tout ce qui relève du soin, de la douceur, de la tendresse, de la lenteur, n'est généralement pas très valorisé et souvent d'ailleurs associé au caractère soi-disant féminin ou en tout cas à une capacité naturelle qu'auraient les femmes de pouvoir se dédier à ce genre de choses. Parenthèse féministe fermée. Il y a aussi une justification physiologique à l'importance de ralentir dans notre vie et particulièrement dans notre mode de vie moderne. Parce que oui, ralentir, c'est un processus physiologique indispensable au bon fonctionnement de notre cerveau et donc de notre corps. Pour cela, on va s'attarder un petit peu sur le fonctionnement du système nerveux autonome qui dirige les fonctions involontaires du corps, c'est-à-dire des fonctions comme digérer, transpirer ou faire battre notre cœur, auxquelles nous n'avons pas besoin de penser pour pouvoir les mettre en place, et heureusement. Ce système nerveux autonome peut se décomposer en 3 grandes parties, on va s'intéresser à 2 d'entre elles. Le système nerveux autonome dit sympathique, qui a une fonction d'activation de l'organisme face à un stress, le stress étant défini comme une stimulation externe qui nécessite une réaction de notre part. Et le deuxième, c'est le système nerveux autonome parasympathique, qui lui a une fonction de conservation et de restauration des capacités de l'organisme pour pouvoir être pleinement prêt lorsqu'il faudra repasser en mode sympathique. Nous avons besoin de ces 2 modes de fonctionnement pour que notre organisme fonctionne normalement au global.
Par exemple, lorsque le système sympathique n'est pas en marche, le système parasympathique va pouvoir se charger de relancer la digestion pour fournir l'énergie nécessaire quand le sympathique entrera de nouveau en jeu et qu'il nous faudra donc toute notre énergie pour, par exemple, face à un stress, combattre ou fuir. Alors je voudrais apporter une précision importante sur cette idée de sympathique et parasympathique. L'activation de ces deux modes de fonctionnement, si on simplifie, de notre système nerveux autonome, est inconsciente. C'est-à-dire que même si on va se mettre à raisonner face à un stress en se disant que finalement on n'a pas besoin de combattre ou fuir, qu'on peut laisser ça de côté, qu'on peut ne pas s'en inquiéter et revenir à la lecture de notre livre ou l'écoute de ce podcast par exemple, pour autant certains stimuli extérieurs vont quoi qu'il arrive activer notre système nerveux sympathique. Je vais vous donner un exemple très facile. En ce moment même, vous êtes en train d'écouter ce podcast. Peut-être que vous êtes chez vous, tranquillement, installé dans votre salon, et vous entendez un bruit dans une autre pièce alors que vous êtes censé être seul à la maison. Vous allez peut-être, l'espace de quelques secondes, être en mode sympathique, prêt à affronter ce que ce bruit pourrait potentiellement signifier, cette potentielle menace. Et puis au bout de quelques secondes, vous allez vous rappeler que vous aviez laissé une fenêtre ouverte et que cette fenêtre a probablement, avec un coup de vent, fait tomber quelque chose dans votre chambre. Même si vous avez produit ce raisonnement, même si finalement vous avez décidé de ne pas tenir compte de cette stimulation externe, votre système nerveux autonome, il a déjà activé plein de choses au niveau physiologique pendant les quelques secondes où vous avez produit ce raisonnement. Votre rythme cardiaque a peut-être augmenté, vos pupilles se sont dilatées, vous avez un petit peu affiné votre ouïe et vous avez peut-être eu une certaine forme d'afflux d'énergie ou de sang dans certaines zones du corps pour pouvoir être prêt pour la suite. Du coup, cela signifie que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, où on est très connecté, où on a accès à de l'information en permanence et surtout où l'on reçoit notamment énormément de notifications sur notre téléphone, eh bien, même si vous êtes capable de ne pas regarder les notifications de votre téléphone lorsqu'elles arrivent, le bruit, l'alerte, peut-être le fait que l'écran s'éclaire et s'allume dans votre vision périphérique, active déjà inconsciemment votre système sympathique. Et évidemment, je parle des notifications sur le téléphone, mais il y a plein d'autres aujourd'hui facteurs de stress permanent, entre guillemets, tout un tas de publicités, de choses qui nous sollicitent, qui sollicitent nos sens. D'ailleurs, il y a toute une branche du marketing dans laquelle j'ai travaillé aussi pendant de longues années, qui utilise les sens pour pouvoir mieux attirer les consommateurs. Donc tout ça pour dire qu'en fait on est dans un mode de vie qui sursollicite notre système sympathique, et qui donne donc un peu moins d'occasion à notre système parasympathique de faire son travail de conservation, de restauration de l'organisme. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on peut donner l'occasion à notre corps de relancer ce système parasympathique, c'est en apprenant tout simplement à ralentir. Se donner des occasions de ralentir, c'est ce qui nous permet d'équilibrer notre mode de vie, tant d'un point de vue philosophique que d'un point de vue physiologique. Donc maintenant, j'aimerais vous parler de ces quelques pratiques qui peuvent vous aider à ralentir, à activer le système nerveux parasympathique, à entrer dans une énergie plus yin, pour autant en tenant compte des contraintes de notre monde, du monde dans lequel nous vivons, qui est malheureusement un monde capitaliste et productiviste. Alors c'est certain, les pratiques que je vais vous proposer dans cet épisode vont pas révolutionner le fait que nous vivons dans ce monde dans lequel nous sommes, très orienté sur la performance et la production. Évidemment, il y a aussi des alternatives beaucoup plus révolutionnaire ou drastique au fait de ralentir, qui est tout simplement de se retirer de ce monde-là, peut-être en partant dans un temple bouddhiste au fin fond de l'Himalaya ou en allant vivre sur une île déserte. Bien sûr, c'est une option possible pour ralentir, c'est pas forcément celle que je vous propose dans ces épisodes, mais libre à vous de choisir votre moyen d'apprendre à ralentir. La première chose qui peut nous aider à ralentir, c'est tout simplement respirer.
Je sais, ça paraît un peu évident, mais pour autant, c'est bien qu'on passe quelques minutes à discuter un peu plus précisément de la respiration. Il faut savoir que la respiration, c'est une fonction végétative, c'est-à-dire que c'est un processus qui va se faire de façon autonome dans le corps, comme le fait de digérer, de transpirer. Mais c'est un des rares processus végétatifs qu'on peut aussi pratiquer de façon consciente, c'est-à-dire volontaire, c'est-à-dire décider de respirer d'une certaine manière. Et ça change énormément les effets de la respiration. Lorsque vous respirez normalement, sans y penser, vous utilisez entre 20 à 30% de votre capacité pulmonaire. Quand vous passez quelques secondes à faire une respiration plus profonde et donc plus consciente, plus volontaire, vous passez à 80-90% de votre capacité pulmonaire. La respiration joue clairement sur l'activation du système nerveux parasympathique. Elle agit sur notre digestion, sur notre état mental et émotionnel, sur l'état de nos muscles, sur notre rythme cardiaque. C'est pour ça que les pratiques qui se concentrent et se focalisent énormément sur la respiration, comme le yoga, le pilates, mais aussi la plongée, l'apnée, ont un très fort pouvoir d'apaisement physique et mental. Lorsque je parle de respiration consciente, évidemment je ne fais pas référence à des protocoles tels que la méthode Wim Hof, le holotropic breath et autres exercices de breathwork, mot anglais pour dire travail de la respiration. C'est toujours plus sexy et vendeur en anglais. Pour moi, et je vais peut-être pas me faire des amis en disant ça, mais c'est pas grave parce que c'est ce que je pense, tout ça c'est des effets de mode et des gens qui ont codifié des méthodes pour pouvoir vendre, notamment des formations et des pratiques, marketées, brandées, avec un certain coût. Je pense qu'il n'y a pas non plus besoin d'aller dans l'intensité que proposent ces méthodes, parce qu'il faut savoir quand même que pour certaines des méthodes que j'ai citées, on parle aussi de se mettre dans des états d'hyperventilation et donc des états de conscience modifiés assez puissants. Je parle pas du tout de tout ça, je parle juste de prendre le temps, tous les jours, quelques minutes, de respirer consciemment et profondément. Et c'est déjà très très bien pour apprendre simplement à se donner quelques instants de répit et ralentir en activant son système nerveux parasympathique. La deuxième pratique pour apprendre à ralentir dont je voudrais vous parler dans cet épisode, c'est tout simplement le fait de dormir. Le sommeil. Dormir, c'est un tiers de notre temps de vie et ce n'est pas du temps perdu. Je suis toujours assez peinée d'entendre des gens se plaindre d'avoir trop dormi un week-end et de ne pas avoir pu profiter de leur journée par exemple, même si je comprends très bien le concept de pouvoir profiter au maximum d'une très belle journée en week-end lorsqu'on a travaillé toute la semaine très dur, mais ça sous-entend un peu que quand on dort on fait rien et je trouve ça un peu dommage parce que dormir c'est vraiment le moment de gloire du système nerveux parasympathique. C'est là où il peut le plus remplir son rôle de conservation et de restauration de l'organisme. Et donc le sommeil, c'est vraiment quelque chose de très important. Il y a de nombreuses études aujourd'hui qui continuent à travailler sur le fait de comprendre le rôle du sommeil dans la survenue ou dans la prévention de certaines maladies ou même dans leur aggravation. Aujourd'hui, il y a plein d'études qui démontrent que la qualité et la quantité de notre sommeil a un rôle sur notre capacité d'attention, notre température corporelle, la reconstitution de nos stocks énergétiques, que ce soit dans nos cellules musculaires mais aussi dans nos cellules nerveuses, la production de nos hormones, notamment l'hormone de croissance, quand on est enfant, quand on est adolescent, la régulation de la glycémie, d'où d'ailleurs des liens qui ont été prouvés entre la qualité et la quantité de sommeil et les risques de diabète ou de surpoids, la stimulation de nos défenses immunitaires, la régulation de notre humeur, notre capacité de réaction au stress et notamment nos mécanismes d'apprentissage et de mémorisation. Ça fait beaucoup de choses pour une entre guillemets simple chose qui est celle de dormir. Lorsqu'on dort, on se régénère. L'organisme il est au repos, mais il y a plein de mécanismes neuronaux qui se mettent en place pour pouvoir permettre une récupération physique, psychologique, intellectuelle. Bref, dormir, c'est extrêmement important pour que notre corps, notre cerveau, notre mental fonctionne correctement. Et il existe une pratique qui peut simuler les bienfaits du sommeil et peut notamment vous aider si vous avez des difficultés à dormir ou que vous avez besoin de beaucoup de sommeil pour pouvoir vous sentir reposé, comme c'est mon cas. Cette pratique, c'est le Yoga Nidra. Le Yoga Nidra, c'est une forme de sommeil yogique. C'est une pratique qui vise l'atteinte d'un état de conscience modifié, comme en hypnose, mais de façon très douce, très facile, très aisée.
Le yoga nidra, c'est une pratique qui se dit adaptogène, c'est-à-dire qu'elle va vous aider à retrouver le sommeil parce qu'on reproduit dans des conditions propices les mécanismes physiologiques de l'endormissement, mais qui peut aussi vous aider à augmenter votre réserve d'énergie parce qu'on en retire les mêmes bénéfices qu'une sieste. Donc elle peut autant vous aider si vous êtes du genre à avoir des insomnies, mais aussi vous aider si vous êtes du genre comme moi à être des très gros dormeurs et que vous n'avez pas eu votre quota de dodo. C'est aussi une pratique de déprogrammation, puisqu'on va voyager à travers les ondes cérébrales du cerveau pour atteindre un état entre les deux modes de notre organisme, le mode veille ou le mode sommeil, avec des effets qui ont été prouvés sur le corps et l'esprit, notamment en termes de régulation du stress, de diminution des troubles du sommeil, de stimulation de la créativité ou d'apaisement des douleurs. Le yoga nidra, c'est une forme de méditation zéro effort et de voyage intérieur, qui est une pratique que j'affectionne énormément. Enfin, la dernière pratique dont je voulais vous parler dans cet épisode de podcast, c'est la méditation. Alors la méditation, ça vient de traditions très variées, notamment spirituelles. À la base, on méditait pour se relier à Dieu, pour préparer la contemplation. La méditation, c'était une forme de chemin vers l'éveil. Mais on trouve aussi le terme et la pratique, en quelque sorte, de la méditation dans des philosophies plus rationalistes, cette fois-ci du coup plutôt comme une idée d'introspection, c'est le cas notamment avec les méditations métaphysiques de Descartes. Aujourd'hui, le courant le plus connu de méditation, notamment qui s'est diffusé en Occident, c'est la méditation de pleine conscience. Elle est issue de mélanges de pratiques méditatives issues elles-mêmes du taoïsme, de l'hindouisme, et notamment du yoga, et du bouddhisme. La grande erreur occidentale vis-à-vis de la méditation, c'est de croire que méditer, c'est chercher à arrêter les pensées. Alors, arrêter les pensées, c'est une étape ultime, notamment dans les méditations bouddhistes, dans certaines philosophies du yoga, mais c'est pas la première étape ou les premières étapes de la méditation. Les premières étapes, c'est vraiment pouvoir s'observer penser. J'aime bien la citation de Thich Nhat Hanh, qui est un moine bouddhiste vietnamien très reconnu, qui a écrit de nombreux livres et qui est décédé il y a peu de temps, qui dit que la méditation, ce n'est pas une évasion, mais une rencontre sereine avec la réalité. La méditation de pleine conscience, elle se définit de façon un peu plus précise comme l'idée de porter son attention sur l'instant présent, sans jugement, sans filtre et sans attente. C'est pour cette raison qu'en fait, méditer, ça peut se faire de façon formelle, dans une position assise, dans laquelle on va essayer d'observer le flux de ses pensées pour pouvoir mieux le ralentir, mais aussi de façon informelle, en étant simplement présent, présente, attentif, attentive à ce que l'on fait. On peut donc méditer en marchant, on peut méditer en cuisinant, on peut méditer en regardant un paysage, on peut méditer en mouvement. Méditer, c'est pas une relaxation, c'est vraiment l'idée de porter une attention consciente à ce qui est présent et aussi de pouvoir éventuellement déceler, observer notre manière de réagir à ce qui est présent. Du coup, méditer, c'est vraiment excellent pour ralentir, mais aussi prendre du recul, dézoomer sur nos propres réactions mentales à ce qui nous arrive. C'est pour ça que je termine cet épisode de podcast avec cette pratique, méditer, parce que véritablement, si l'on cherche à ralentir pour laisser l'occasion à notre corps, mais aussi à notre mental, de se ressourcer, se restaurer, de comme remettre à niveau ses capacités, à la fois physiques, intellectuelles, mais aussi émotionnelles, méditer, c'est vraiment une pratique indispensable à mes yeux. Que ce soit méditer, dormir ou pratiquer le yoga nidra ou bien respirer de façon consciente et profonde pour s'apaiser, la combinaison de toutes ces pratiques va vous permettre d'amener des espaces de pause et de recul. Ça va vous permettre de petit à petit pouvoir aussi mettre en place ces états de pause dans des moments où les choses sont moins évidentes, dans des moments où les émotions débordent, dans des moments où le feu de l'action ou la fatigue nous chamboule et agit sur nos réactions. Si vous voulez aller un petit peu plus loin et venir tester les effets de ces pratiques dans votre quotidien, vous pouvez dès maintenant passer à la deuxième partie de cet épisode où je vous propose justement une méditation pour apprendre à ralentir et commencer déjà à poser les bases d'une certaine forme d'acceptation de ce qui est déjà présent en vous. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à très bientôt.